féminine. Merci Ghislaine. Il ne faut pas se fier au nom de Femmes d'abord. Femmes d'abord, mesdames et messieurs, sont galants de nous faire passer devant, mais il y a des hommes dans notre association, puisque nous ne voulons surtout pas être féminines. Mais là, je donne juste mon ressenti. Pardon. Féminine, oui. Féminine, oui, mais pas féminine. Oui, féminine. Voilà, merci. Féminine. J'ai dit féminine. Ah, ben, j'ai bu déjà. Voilà. Merci Marie-Christine de m'avoir relevé ma bêtise. Par contre, j'avoue que votre globalité était très très intéressante, mais moi j'avais un peu axé quand même sur l'Iran. Pas au point de vue politique, mais au point de vue la vie de là-bas, sans être polémique en politique. Alors c'est pour cela que je me permets quand même de vous poser quelques questions là-dessus, comme ça je n'ai rien noté, hein. Alors je vais dire certainement des bêtises, mais j'aimerais quand même savoir ce que vous pensez par rapport à ce qui se passait en Iran avant, et ce qui se passe maintenant, et qu'est-ce que vous voyez, comment vous voyez l'Iran après. Parce que j'avais fait une conclusion toute seule comme une grande fille, et j'estime que l'Iran, à l'heure actuelle, tout le monde l'observe, mais c'est bien de l'observer, mais bon, il faut quand même arriver à quelque chose de plus concret, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'un Iran avec une vraie démocratie, et à l'heure actuelle, c'est pas du tout ce qui se passe. Alors chacun a peur d'avancer, etc. Mais je parle de cela sans du tout polémiquer au point de vue politique, parce que je ne suis pas en Iran. Je suis, je pense, comme tout un chacun, enfin tout au moins la majorité, je n'écoute que les médias, et ce que les médias disent ne sont pas toujours paroles d'évangile. Voilà. Donc j'aimerais, d'une façon brève, que vous nous mettiez un petit peu dans le bain, parce que nos amis, j'avais mis, comme vous avez mis culture globale, mais comme je vous avais passé le message, l'Iran d'avant, d'aujourd'hui et de demain. Et je pense que mes amis sont là pour vous écouter plus. Mais ça va être de l'improvisation. Improvisation, mais je vous ai dit, je me répète, sans une polémique politique. Je vais essayer, mais là, dès que je parle de l'Iran, je mords. Oui, je sais bien, mais mordez, mais les volets seulement. Ne montez pas. J'essaierai d'enlever mon ventre. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah oui, oui. Voilà, parce qu'on était plutôt venus pour entendre ça. Voilà. Merci beaucoup, excusez-moi. Bon, moi, je suis arrivé en Iran, j'avais 4 ans. Et j'ai découvert un pays qui était très calme, où les gens n'étaient pas haineux, une bonne ambiance, où l'islam, on entendait l'appel à la prière un peu qui se fondait dans les bruits de la nature, où les choses se passaient assez harmonieusement. Mais bon, il faut quand même avouer que le peuple iranien n'a jamais connu la démocratie. Il y a eu des dictatures plus ou moins souples, plus ou moins musclées, et avec les mollahs, c'est devenu carrément du dur. Catastrophe. Mais je pense que, vous savez, la souffrance, on ne l'aime pas, mais elle aide à progresser. On ne progresse que par la souffrance. Et le peuple iranien a bien souffert. Et avec les événements que j'ai vus, comme vous, à la télévision cet été, je pense que les Iraniens sont arrivés à un stade de leur évolution où ils peuvent avoir une vraie démocratie. Ils sont mûrs pour ça. Et donc, moi, ce que je voudrais pour l'Iran, c'est arriver à avoir des élections complètement libres, supervisées par les Nations Unies ou ce qu'on veut, pour être sûr que c'est ce que le peuple veut. Parce que le peuple iranien est devenu vraiment capable. Ils sont vraiment à un niveau... je suis en contact avec les jeunes de l'université de Téhéran. Peut-être aussi grâce à l'Internet. Hein, l'Internet a du mauvais, mais il a du bon aussi. Et ce peuple, je suis sûr, pourra créer la première démocratie, à part Israël, du Moyen-Orient, qui
qui permettra d'inverser la vapeur. Toute cette région en bénéficiera. Et je pense que là-dessus, la Russie, la Chine et l'Amérique devraient se mettre d'accord et voir le bien qu'ils tireraient pour eux-mêmes de laisser l'Iran tranquille et de laisser qu'une démocratie voie le jour. Je pense que ce serait important pour tout le monde. Et qu'on laisse un peu les calculs politiques à Washington, à Moscou ou à Pékin de côté. Merci, Prince Patrick Pahlavi. Si vous permettez, je vais commencer la première question, après la parole, les questions. Prince, j'aimerais bien savoir votre opinion sur le mélange de spiritualité avec le politique, c'est-à-dire la politisation de la religion, ou comme vous savez, depuis déjà 31 années, après la République islamique d'Iran, nous sommes témoins de plus de 10 républiques islamiques dans le monde, qu'ils soient au Pakistan, en Afghanistan, en Afrique, en Iran, ça a commencé. Le danger de cette politisation de l'islam, comment vous le voyez, surtout actuellement en France, nous avons ce problème-là, le problème de GAP, que M. Barr, peut-être tout à l'heure, il aura des choses à dire, et comme vous pouvez constater dans la révolution iranienne, on a commencé avec des dizaines, des centaines de femmes voilées, c'est après qu'il a pris une large, énorme champ de bataille et des femmes voilées en Iran, et que la révolution a été nommée Révolution islamique d'Iran. Et actuellement, moi j'étais à Bruxelles, j'étais à Luxembourg, à Amsterdam la semaine dernière. Cette semaine, je constatais, par rapport de l'année dernière, vous voyez beaucoup de femmes voilées dans la rue, beaucoup de quartiers islamisés, on peut dire en Europe, en Occident. Ce mélange de la religion avec le politique, mon cher Prince Pahlavi, comment vous le voyez? Bon, je ne vais peut-être pas dire des choses très agréables, mais je pense que les clergés, tous les clergés, sont étrangers à la spiritualité. Les clergés ne sont là que pour créer des pouvoirs, des pyramides de pouvoir. Et la spiritualité, c'est tout sauf ça. La spiritualité, c'est quelque chose d'individuel. Vous ne pouvez pas l'ériger en système de puissance. Jamais. Elle meurt, la spiritualité, là-dedans. Elle s'éteint tout de suite. Elle s'étiole et elle s'éteint. Je pense que le gros problème... Bon, c'est vrai qu'il y a des clergés assagis, disons, comme le clergé catholique. Et encore avec les dernières affaires, là. C'est pas nouveau, excusez-moi. Oui, mais c'est pas d'hier. Oui, mais quand on sait que ça a été tué pendant 30 ans... Mais pendant 30 ans, on n'en parlait pas, même en dehors de la société. Hein. Mais eux, ils le savaient. Mais les autres aussi, dans les familles, le savaient. C'était un tabou pendant 30 ans. Mais quand même, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. C'est beau. Laissez venir à moi les petits-enfants, c'est pas ça qu'il disait. Donc, pour revenir à l'islam maintenant, je pense que l'islam était à peu près tranquille jusqu'à l'arrivée de Khomeini. Ce qu'a fait Khomeini, c'est qu'il a mélangé l'islam avec le marxisme-léninisme. Et toutes les techniques marxistes de subversion ont été non seulement introduites en islam, mais sanctifiées par Khomeini, y compris la bombe vivante, que Khomeini a appelée la bombe atomique du pauvre. Donc, non seulement il l'a intégrée, mais il l'a reconnue comme une arme toute puissante, et il avait raison. Après, le problème du tchador, le problème du voile. Nous avons dans le Coran 5 versets qui parlent du voile. 2 regardent